conflit en Ukraine pourrait-il dégénérer en guerre mondiale? On sent que les choses s'accélèrent avec les dernières prises de position des uns et des autres. Plusieurs déclarations aujourd'hui nous interpellent. Analyse signée Xavier de Giacomin, Catherine de Gentil de Caneco, nos éditorialistes qui sont avec nous. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Et notre invité général Vincent Desportes, bonjour. Ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités associé à Sciences Po et HEC, auteur de Devenez leader, publié aux éditions Odile Jacob. Les déclarations dont je vous parlais, il y en a une notamment, celle de Sergueï Lavrov, c'était ce matin. Le ministre russe des Affaires étrangères répond à une interview d'un journal turc et voilà ce qu'il dit. Les États-Unis et la Russie sont au bord d'un conflit militaire direct. Donc c'est évidemment une phrase qui nous a interpellés. Évidemment, il incombe la faute à Joe Biden qui n'a fait que attiser la russophobie dans son pays. À qui est-ce qu'il s'adresse avant tout, la Sergueï Lavrov, en affirmant une telle chose ? Il s'adresse évidemment aux alliés de l'Ukraine pour leur expliquer que ce n'est pas parce que les Russes ont fait venir des Nord-Coréens sur leur terrain. Pour l'instant, a priori, ils sont pas encore où ils ne passeront pas d'ailleurs en Ukraine, et que ce n'est pas parce que les alliés de l'Ukraine justement ont quand même beaucoup dit que c'était inadmissible, qu'il fallait que les Nord-Coréens retournent chez eux, etc. C'est pour dire voilà, la Russie non seulement ne se laisse pas impressionner, mais en plus, même si on en arrive à un conflit militaire direct avec les États-Unis, on est prêt. C'est ça que ça veut dire. Et évidemment, ne jamais oublier qu'on n'est qu'à 4 jours de l'élection présidentielle américaine et que c'est pour appuyer évidemment sur éventuellement sensible. Oui, voilà. Et puis vous avez noté la deuxième partie de la phrase, c'est Joe Biden, bien sûr, qui est responsable de tout ça. Donc conclusion. Si on élisait Donald Trump, sûrement ce serait finalement beaucoup mieux. Donc il y a 3 messages en fait. La Russie ne se laisse pas impressionner. Joe Biden est responsable du problème. Et puis voter Donald Trump. Bien sûr, voter Donald Trump, même si officiellement, il le dit dans la suite de l'interview. C'est l'inverse. La Russie n'a aucune préférence. Voilà. Vladimir Poutine avait même dit ce serait mieux que ce soit les démocrates qui restent à la Maison-Blanche. Mais c'est une vieille technique du KGB, évidemment. C'est le baiser de Judas. C'est ça. C'est-à-dire qu'on désigne une personne pour en fait lui nuire. Exactement. Général, triple message envoyé là par Sergueï Lavrov. Pour autant, est-ce qu'il faut être inquiet ? D'abord, je souscris aux analyses qui viennent d'être faites et je crois que non, il ne faut surtout pas l'être parce que ce serait exactement tomber dans le piège qui nous est tendu. Que dit la Russie ? Elle dit je n'ai pas peur. D'ailleurs, je me lance dans une manœuvre qui est nouvelle d'inviter un ami à venir se battre avec moi. Tout ça, effectivement, pour nous faire peur. Ils visent à nous faire peur et nous remarquons que ça marche depuis le 24 février 2022. Donc surtout, il ne faut pas avoir peur. Il faut raison garder. On ne voit pas pourquoi cette affaire-là déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Nous en sommes évidemment loin. Nous sommes toujours au cœur d'un combat entre le Sud global, l'axe Russie, Corée du Nord, Iran, Chine, contre l'Occident. Nous sommes toujours dans une lutte pour la désoccidentalisation du monde, mais nous ne sommes pas à la veille de la Troisième Guerre mondiale. Et effectivement, la Russie pousse ses pions. On a vu les bombardements d'Odessa hier, etc. La Russie a quelques jours justement pour continuer à avancer, à forcer. Et c'est bien exactement dans ce cadre-là qu'il faut comprendre à la fois l'envoi de troupes nord-coréennes et à la fois le discours de M. Lavrov. Bon, alors, je ne suis pas inquiète et je vous écoute. Pour autant, il y a quand même quelques indices, moi, qui me disent, j'ai l'impression que ça se corse un petit peu. On va essayer de poser un peu les faits. Vous parlez tous, effectivement, des soldats nord-coréens qui sont arrivés en Russie. Ils sont pour le moment positionnés dans la région de Koursk. Ils seraient 10 000, selon les renseignements américains et sud-coréens. Mais quelle est leur mission exactement ? Ça, on ne sait pas. Est-ce que ces soldats vont venir combattre en Ukraine ? Ça, on ne sait pas. En tout cas, les Américains n'ont pas beaucoup de doutes. Ils pourraient franchir la frontière. Écoutez. La Russie a formé les soldats de la Corée du Nord aux opérations d'artillerie et d'infanterie de base, y compris au nettoyage des tranchées, ce qui montre qu'elle a bien l'intention d'utiliser ses forces dans des opérations de première ligne. Si ces troupes s'engageaient dans des opérations de combat ou de soutien au combat contre l'Ukraine, elles deviendront des cibles militaires légitimes. Bon, là aussi, il y a forcément un message qui est envoyé par les États-Unis. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que là, vraiment, les Américains sont en train de nous dire, a priori, il n'y a pas de doute, ils sont là-bas pour, à un moment donné, aller sur le sol ukrainien ?
Il n'y a pas de doute, ils sont là-bas pour, à un moment donné, combattre. Alors, est-ce qu'ils vont combattre uniquement dans l'oblast de Koursk? Est-ce qu'ils vont franchir la frontière? Mais j'allais dire, et alors, ça ne va pas changer grand-chose, finalement. D'abord, ils sont 10 000 par rapport aux forces engagées, 500, 600 000 Russes. C'est epsilon, c'est pas grand-chose. En revanche, il y a une véritable démonstration politique. C'est pas du tout anodin que tout cela intervienne quelques jours avant l'élection américaine. Effectivement, le général Desportes, tout à l'heure, disait non, il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut surtout pas avoir peur parce que c'est fait pour ça. C'est fait pour instiller la peur auprès, tout de suite, de l'électorat américain, pour lui dire, écoutez, peut-être mieux si vous prenez Trump, parce que du coup, ça se passera sans doute mieux, d'autant plus que vous avez vu, ça a été démontré qu'il était assez proche de nous. Peut-être on pourra trouver des arrangements. Et puis il y a toujours cette politique avec Trump du donnant-donnant, cette politique contractuelle. On peut toujours s'arranger, alors que Joe Biden est profondément russophobe. Avec lui, il est clair, Kamala Harris, entre guillemets, puisqu'il n'est plus candidat, ce sera beaucoup plus difficile. Il y a ça. Mais dans ce que disait le général Desportes tout à l'heure, il y a aussi tout ce qu'on répète depuis des mois, des années maintenant, c'est la crainte, la peur que les Russes veulent instiller en Occident plus généralement, et notamment du côté des Européens. Si vous dites à un Européen « troisième guerre mondiale », honnêtement, il le perçoit encore mieux, encore plus fort dans ses tripes qu'un Américain. Les Américains sont venus à notre secours, ils sont morts sur nos plages, ils ont combattu, mais la Seconde Guerre mondiale sont bien les Européens, tous les Européens qui l'ont vécu dans leur chair, dans leur pays, sur leur paysage, et la première aussi. Donc voilà, ça sert à ça, ça sert à faire peur. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on peut remarquer aussi que le conflit est aujourd'hui, moi, ce que j'appelle mondialisé. Toutes les nations ont pris fait et cause pour l'un ou l'autre des camps. Il y a des nations qui ne l'ont pas fait. La Turquie, par exemple, c'est intéressant que ce soit dans un journal turc d'ailleurs. Petit signal pour les Turcs, il va peut-être falloir choisir à un moment votre camp. Mais beaucoup de nations sont impliquées par la fourniture d'armes, par la fourniture de renseignements des deux côtés. Et puis on voit bien qu'il y a deux blocs qui sont en train largement de se dessiner. D'un côté les Occidentaux avec les États-Unis, de l'autre côté Russie, Corée du Nord, on l'a un peu oublié, mais l'Iran qui fournit des missiles, qui fournit de l'armement important à la Russie avec un échange sans doute sur le nucléaire. Et puis en arrière-plan, puisqu'ils restent extrêmement discrets, mais ils aident les Russes, il y a la Chine. Dans l'autre camp, USA, Corée du Sud, Taïwan, Japon. Et tout ça nous bascule totalement sur l'axe Pacifique, sur l'Asie. La Troisième Guerre mondiale, comment pourrait-elle arriver? Pas forcément par l'Ukraine. Elle peut aussi arriver parce qu'à un moment, Kim Jong-un a décidé qu'il était temps de franchir la DMZ et de s'en prendre à son voisin du Sud, coréen du Sud, la Corée du Sud, puisque il n'y a pas longtemps, la Corée du Nord a décrété que désormais son objectif, c'était de s'en prendre à la Corée du Sud. Donc tout ça est encore très vague, très compliqué. C'est fait totalement pour nous faire peur. Le pire n'est jamais sûr, mais les dangers existent. Bon, alors c'est fait pour nous faire peur. On va garder la tête froide, on a bien compris. C'est important parce que non, mais bien on ne peut pas réfléchir autrement si on est aveuglé justement par cette peur mais il y avait une deuxième déclaration du jour qui nous a interpellés. Là, ça vient du côté de la Corée du Nord, où elle parle de son partenariat, on veut dire, avec la Russie. Bon, ça risque d'aller loin, écoutez. La République populaire démocratique de Corée a une confiance inébranlable en l'armée russe. La Russie s'est levée avec détermination pour mener une juste lutte. Elle s'est levée pour mettre fin à l'autoritarisme, aux actions unilatérales des États-Unis et de l'Occident. Elle s'est levée pour établir un nouvel ordre international. La Russie s'est levée et elle remportera sans aucun doute la victoire sous la sage direction du camarade président Poutine. Nous réaffirmons que nous resterons toujours fermement aux côtés de nos camarades russes, et ce, jusqu'au jour de la victoire. Nous resterons aux côtés de la Russie jusqu'au jour de la victoire. Mais la victoire où? Alors, le camarade Poutine, il faut peut-être le signaler à la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne, qui sont plus communistes en Russie. Mais la victoire, c'est la victoire par rapport à l'Ukraine, déjà, c'est clair. Ils ont dit aussi, dans un grand élan déclaratoire, les Nord-Coréens, qu'ils allaient aussi renforcer tout ce qui est leur arsenal nucléaire. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance militaire et puis surtout dans les déclarations qui vont dans le même sens, c'est-à-dire essayer d'impressionner l'Ukraine et ses alliés. Au-delà de ça, d'ailleurs, pour Vladimir Poutine, c'est aussi, souvenons-nous qu'on sort de la séquence du sommet des BRICS. C'est-à-dire que là, il a prouvé qu'il avait quand même les représentants de 3 milliards d'habitants de la planète qui avaient fait le voyage jusqu'à Kazan. Alors,
par réelle complicité avec la Russie ou par intérêt bien compris, mais en tout cas, ça représentait quand même la moitié des habitants de la planète. Donc là, il prouve qu'il n'est pas isolé comme le souhaitaient les Alliés. Et la deuxième manche, c'est d'un point de vue militaire. On a beaucoup dit que la Russie était à bout de souffle, qu'elle ne pourrait pas y arriver, qu'il lui manquait beaucoup de choses, que les sanctions allaient finir par faire leur effet. Là, une alliance pure et dure avec la Corée du Nord. Donc c'est à la fois diplomatique et militaire. Encore une fois, à quelques jours de l'élection américaine, on voit qu'il est en train de renforcer sa stratégie, Vladimir Poutine, pour redevenir la grande puissance incontournable qui était l'Union soviétique, évidemment, dont sur la destruction de laquelle il a dit d'ailleurs que c'était le plus grand drame du XXe siècle. Mais quand on voit que donc, la Corée du Nord affirme aujourd'hui, nous serons aux côtés de la Russie jusqu'à la victoire, donc en Ukraine, quand on voit effectivement ces troupes positionnées à Koursk, que pour le moment, vous dites que c'est peanuts, 10 000 hommes, peut-être, mais si ces soldats... Sur le champ de bataille, symboliquement, politiquement, c'est énorme en fait. Voilà, symboliquement, 10 000 Nord-Coréens qui passent la frontière et qui viennent combattre en Ukraine. On a vu ce qu'a dit Blinken aujourd'hui, on a vu ce qu'a dit le représentant des États-Unis à l'ONU donc mercredi soir en disant mais les Nord-Coréens, vous repartirez dans des sacs mortuaires. Ça veut dire que le conflit pourrait basculer. Bon, ce qui est assez ridicule d'ailleurs, ces dernières affirmations, parce que Biden a toujours affirmé que les Américains ne viendraient pas se battre en Ukraine, et l'affirmation est toujours vraie. Même s'il y a un autre belligérant. On n'en est pas là, on en est extrêmement loin. Par contre, c'est vrai que 10 000 ne sont rien. Surtout 10 000 non expérimentés qui n'ont pas fait la guerre. Aucun d'entre eux, évidemment, n'a fait la guerre, puisque la dernière guerre coréenne, 53. C'est 53. Mais c'est 10 000 qui peuvent se multiplier, parce qu'il n'y a pas de limite à l'aide que pourrait apporter la Corée. Donc ça peut être début... 1 300 000 hommes mobilisables très facilement pour les Nord-Coréens. Voilà, c'est absolument énorme. Et on sait qu'en termes d'aide matérielle, ils ont apporté, dit-on, 5 millions d'obus, des missiles balistiques, etc. Donc ces 10 000 hommes peuvent véritablement grandir. Moi, je voudrais noter 2 points. D'abord, il y a une symbolique importante. C'est la deuxième fois depuis 2022 qu'on a ce qu'on a appelé une sanctuarisation agressive par le nucléaire. Il y a un lien entre le missile qu'a tiré la Corée hier ou avant-hier et cette affaire-là. C'est-à-dire, j'agis parce que de toute façon, j'ai l'arme atomique, vous ne pouvez plus rien contre moi. Et donc, on voit une nouvelle tendance qui se met en place, qui est j'ai une arme nucléaire, et donc maintenant, je fais ce que je veux. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que tout ça, stratégiquement, une importance considérable, parce que ça déplace le risque des menaces et de la guerre, ça a été dit d'ailleurs ici, non pas sur l'Europe, mais sur l'Asie. Ce qui veut dire quoi ? Que l'Amérique, on le sait, ne peut pas à la fois régler les problèmes de l'Europe et les problèmes de l'Asie. Ça veut dire que l'Amérique, rapidement, va nous laisser seuls pour régler les problèmes de l'Ukraine. Et comme vous le savez, nous ne sommes absolument pas prêts à le faire. Alors, exactement. C'est le piège de Poutine. C'est la volonté même de Poutine. Mais alors, je voudrais juste, pardon de vous couper parce que le temps file. Le général Yakovlev était notre invité ce matin. Écoutez, il va peut-être à l'encontre de ce que vous dites. Écoutez, il va très très loin quand même. Et en Europe, on a un silence assourdissant. On ne se rend pas compte alors j'aime pas le mot paradigme, mais on ne se rend pas compte du changement de paradigme. À force d'être aussi, alors l'expression polie c'est mou du genou, mais il y a pire. Nous invitons la Troisième Guerre mondiale. Un jour viendra où la guerre viendra lécher nos rivages. Et on a beau être la France à l'extrémité du continent eurasiatique, c'est être aussi... ne pas dire ça, c'est une ligne rouge et ne rien faire, c'est une faute. C'est une invitation à l'agression. Nous invitons l'agression tous les jours. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec lui. Il ne dit pas l'inverse. Nous invitons à la Troisième Guerre mondiale parce que nous ne prenons pas suffisamment en compte, nous ne prenons pas nos responsabilités et qu'il y a encore beaucoup de Munichois en Europe. Voilà ce que dit Yakovlev et il a mais la tout à fait raison. Effectivement, ça va être que faire. Parce que maintenant que tout le monde a condamné l'arrivée des Nord-Coréens, tout le monde en termes d'alliés de l'Ukraine, les Occidentaux, pour résumer, que faire? Donc justement, est-ce que maintenant on passe à la vitesse supérieure et on envoie des troupes en Ukraine,
comme l'avait proposé d'ailleurs Emmanuel Macron, qui s'était retrouvé avec un niet assez ferme des Européens, à l'exception des Baltes. Donc là, c'est évidemment ce que ne veulent pas les Américains. Donc c'est pour ça qu'on peut... Alors Volodymyr Zelensky a dit réaction zéro, mais c'est parce que c'est vrai que l'étape suivante, c'est soit autoriser de la part des Américains l'utilisation des armes à longue portée sur le territoire russe, ce que ne veulent pas les Américains, ce qu'ils ne décideront pas en pleine période électorale, ou envoyer des troupes. Mais sinon, à part dire que c'est pas bien et que vraiment il faudrait qu'ils retournent chez eux, et attention, ils risquent même de se faire tuer si jamais ils sont sur le théâtre des opérations. C'est pour ça, évidemment, et il le sait très bien, Vladimir Poutine, qu'en ayant remonté la barre là, à ce niveau-là, il met les alliés de l'Ukraine face à leurs propres contradictions. Exactement. On était de dire on vous soutiendra jusqu'à la fin, on sera là jusqu'au bout. C'est l'Ukraine qui décidera du jour où il faudra négocier les frontières de 91, etc. Mais comme diraient les Américains, justement, so what ? Très très vite, Général. Eh bien, moi je crois que oui, il faut faire tout ça. Mais surtout, il faut se mettre enfin en stratégie. Cette guerre, depuis le début, elle est conduite sans stratégie, sans savoir ce que nous attendons, sans connaître les conditions que nous voulons établir pour que la paix arrive, sans comprendre ce qui va se passer après la guerre. Puisque une guerre, elle ne se conduit pas pour la guerre, mais ce qui va se passer après. Tout ça n'est pas pensé. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, effectivement, et vouloir vraiment ce que nous, Européens, nous avons à perdre et à gagner dans cette guerre. Mais en attendant, n'ayons pas peur. C'est le message que vous dites. Et gardons notre sang-froid, effectivement. Tout petit mot très rapide. J'étais au début de la guerre en Ukraine. Ce que demandaient les Ukrainiens, c'était une no-fly zone. C'était la première chose qu'ils voulaient. Je vous parle de l'homme de la rue, je ne vous parle pas des militaires. Exact. Instaurons une no-fly zone en Ukraine. Ça enverra en plus un message extrêmement clair à Vladimir Poutine. Il ne faut pas aller plus loin.